Eh bien le bonjour. Bienvenue à la présentation sur la conduite du campeur autonome. Mon nom est Fred Giroux. Cette vidéo fait partie d'une série, puis c'est surtout destiné aux gens qui louent mon véhicule récréatif, mon VR, sur la plateforme RVeasy. Cela étant dit, l'information peut intéresser quiconque s'intéresse au VR ou camping-car, si vous préférez. Si vous êtes intéressé à le louer, vous pouvez aller sur campeurautonome.com dans la section location ou directement à RVeasy à l'adresse indiquée là. Vous allez avoir plus d'informations. Et l'objectif de la série vidéo n'est pas que vous vous attardiez aux détails. N'hésitez pas à augmenter la vitesse de la vidéo lorsque vous le jugez nécessaire. Puis, toute la série est basée sur un document qui est disponible à campeurautonome.com dans la section guide. Puis évidemment, avec le temps, certains liens pourraient cesser de fonctionner. Et dernier point, initialement, c'était vrfred.ca, c'est devenu campeurautonome.com. Si jamais il reste des vestiges de vrfred.ca, vous pouvez les ignorer. Il y a passablement de contenu dans cette présentation sur la conduite. Beaucoup de points, mais qui vont essentiellement assez rapidement. Ne soyez pas trop inquiets là-dessus. L'idée ici, c'est de vous donner vraiment toutes les informations concernant la conduite pour que vous soyez à l'aise. Le permis de conduire requis, c'est très simple. Au Québec, on dit une classe 5. Autrement dit, vous êtes en mesure de conduire une voiture tout à fait normale, ce qu'on appelle un véhicule de promenade. Vous pouvez conduire le campeur autonome. Mais c'est pas une voiture. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un aperçu des conditions de conduite, il y a 2 vidéos qui sont disponibles. Vous pouvez prendre le lien. Je ne les inclus pas dans cette vidéo-ci parce que ce sont des vidéos extérieures. Vous pouvez aller les consulter. Il y en a une en français qui est plus courte, plus simple, l'autre qui est plus exhaustive, mais en anglais. Et un point très important, pour des raisons d'assurance, RVeasy exige que tous les conducteurs soient inscrits sur le site web. Donc, vous devez ajouter, par exemple, s'il y a une personne dans le couple qui conduit, ajouter la seconde personne, même si elle ne prévoit pas conduire, simplement en cas d'urgence. C'est pour se protéger, tout simplement. Alors, toute personne qui a le potentiel de conduire au quotidien ou pour une situation d'urgence devrait être ajoutée au dossier. Le frein de stationnement du VR doit être obligatoirement être utilisé aussitôt que le véhicule est arrêté. Le poids du véhicule peut carrément endommager la transmission si on le fait forcer contre celle-ci. Puis les pistons stabilisateurs descendront pas si le frein de stationnement n'est pas mis. C'est vraiment obligatoire. Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de ne pas mettre le frein de stationnement, mais dans ce cas-ci, mettez-le toujours, toujours, toujours. Je peux insister davantage sur le toujours. Concernant les ceintures de sécurité, il y en a 6, 2 à l'avant en 3 points, les ceintures de sécurité standard. Il y en a 4 au niveau des sièges de table de cuisine. C'est des ceintures en 2 points, donc ils n'ont pas de ceinture à l'épaule. Pour y accéder, vous enlevez les coussins, vous enlevez les planches, vous sortez les ceintures de sécurité s'ils ne sont pas déjà sortis. Puis ensuite, vous remettez le couvercle de bois et les coussins. Puis, pratiquement partout en Amérique du Nord, le port de la sécurité est obligatoire pour tous les passagers. Les sièges avant sont ajustables, bien sûr, donc conducteur et passager. Le dossier peut être plus couché ou plus avancé. Et ça se fait avec la petite manette qui est sur le côté droit du siège. On la voit là dans l'image du haut. Bien sûr, le siège peut aussi être avancé ou reculé. Et là, ça, il faut trouver le levier qui est sur le devant, derrière la petite jupette. Et le tasser complètement vers la gauche pour y aller très vigoureusement. Okay? Ça prend beaucoup de vigueur pour que le siège se déplace, mais vous allez l'avoir sans problème. Puis le volant peut aussi être ajusté là, de façon assez standard. Les miroirs latéraux peuvent être ajustés simplement en poussant sur les miroirs côté ou haut et bas. Ça prend des longs bras pour le faire quand on est à l'intérieur du véhicule, mais c'est possible. Mais la meilleure façon de le faire, c'est à 2 personnes. Et puis, il
il n'y a pas de miroir pour regarder le centre à l'arrière comme pour la majorité des camions. Si jamais l'amplitude des miroirs n'est pas suffisante, il est possible de bouger le socle au complet. Et pour faire ça, ça prend des clés hexagonales. Vous voyez sur la photo, il y a 3 vis avec des clés hexagonales ou clés Allen si vous préférez. On les desserre un petit peu et là, tout le socle peut bouger. Mais normalement, de faire ça, ce n'est pas nécessaire. Il y a juste dans certains cas, là, si vous êtes vraiment très près du volant, peut-être que vous aurez besoin de le faire. Le VR n'est pas le bienvenu dans tous les tunnels. Au Québec, il y a 4 tunnels qui sont carrément interdits au VR. Puis ça, c'est à cause de la capacité du réservoir de propane. Donc, ne prenez pas les 4 tunnels suivants, soit Louis-Hippolyte-Lafontaine à Montréal, le tunnel Ville-Marie à Montréal, Joseph Sanson à Québec, et il y a un tunnel aussi entre Melocheville et Beauharnois. C'est carrément interdit. Il y a des amendes très importantes si vous empruntez ces tunnels-là avec le VR. Et ça, c'est propane ouvert ou fermé, là, ça ne change rien. Pour les autres provinces ou aux États-Unis, soyez attentifs à la réglementation. Dans certains tunnels, ça va être permis, mais le propane doit être fermé. Alors, ça va être bien indiqué normalement. Et les traversiers permettent habituellement les réservoirs de propane. Donc, oui, vous pouvez utiliser les traversiers, mais ils doivent toujours être fermés si c'est à l'intérieur. Si le VR est sur une plateforme extérieure, à ce moment-là, il n'y a pas de problème avec le propane. Il faut bien parler d'assurance. Donc, quand vous louez à travers la plateforme RVeasy, vous avez une assurance de façon automatique. Si vous êtes intéressé à obtenir plus d'informations sur l'assurance RVeasy, il y a un lien ici, un raccourci de lien. Vous pouvez l'utiliser pour aller vérifier. Je vous encourage fortement à le faire. Mais voici quelques points clés. Pendant la location, mon assurance personnelle de propriétaire est suspendue. Et quand vous avez l'assurance RVeasy, vous avez toujours une franchise ou communément appelé un déductible en cas d'accident ou de bris. Ça va varier en fonction de la couverture que vous preniez. L'assistance routière est incluse. Là, le remorquage, par exemple, le nombre de kilomètres, ça va dépendre de la protection que vous prenez. Il y a toujours 2 millions de dollars pour la responsabilité civile. Il y a collision et accident sans collision. Et les dommages matériels aux véhicules, mais ça n'inclut pas les dommages aux accessoires ou à l'intérieur du VR. Ça, c'est pas couvert par l'assurance. Il y a une exception à ça, c'est l'auvent qui est couvert, moins le déductible. Et évidemment, couverture d'incendie, vol et vandalisme. Tout ça, c'est couvert avec RVeasy. Mais encore une fois, allez vérifier les détails de la protection que vous avez choisie. Il y a des choses qui sont spécifiquement non couvertes par l'assurance. Donc, problème de pneus, ça, c'est la responsabilité de vous, le voyageur. Les dommages intérieurs, encore une fois, c'est votre responsabilité. L'assurance ne couvrira pas. Les problèmes mécaniques, ça, c'est ma responsabilité. Des problèmes qui seraient dus à un manque d'entretien ou à l'usure, ça, c'est aussi ma responsabilité. Et s'il y a des dommages à l'auvent ou au pare-brise, peuvent être couverts si le montant dépasse la franchise. Je peux vous dire que pour le pare-brise, c'est certain que ça va dépasser la franchise et probablement pour l'auvent aussi, si jamais il y a un problème. Pas rapport avec l'assurance du véhicule, mais je m'en voudrais de ne pas vous mentionner que c'est important quand vous voyagez à l'extérieur du Québec de prendre une assurance personnelle. Surtout aux États-Unis, mais c'est vrai n'importe où ailleurs au Canada. Donc, ça pourrait vous coûter très cher si vous n'êtes pas couvert. Concernant l'assistance routière RVeasy, certains points, toujours 24/7. Je ne veux pas vous énumérer tous les plans qui existent, là, le plan de base, standard et prime. Vous pouvez faire une pause ici pour visualiser bien comme il faut. Je vous encourage à le faire pour être bien au courant de ce dans quoi vous vous embarquez là, en payant l'assurance. L'assurance de RVeasy restreint certaines routes. C'est peu probable que ça vous touche, mais je veux quand même le mentionner. Au départ, c'est pas une route, mais pour se rendre dans un festival ou un tailgate party, peu importe le type, une autorisation de ma part est requise. Je dois vous donner cette autorisation-là, sinon vous ne pouvez pas y aller. Et je suis assez difficile là-dessus, pour être honnête. Donc, l'accès est interdit à certaines routes. Faites une pause pour regarder
Si vous avez des questions, vous pouvez me revenir là-dessus. Les dimensions du véhicule maintenant, vous n'avez pas besoin de les retenir par cœur parce qu'elles sont indiquées sur le tableau de bord devant vous, le conducteur. Vous les voyez en arrière-plan ici. Donc, une longueur de 27 pieds ou 8,2 mètres. À ça, il faut toujours ajouter les vélos ou une remorque si applicable. Je n'autorise pas les remorques, mais je le mentionne quand même. Donc, normalement, ça va être les vélos. Ça, c'est surtout valide si vous allez prendre un traversier. La largeur, 9 pieds, 2,74 mètres. La hauteur, 12,5 pieds, 3,8 mètres. Et le poids va toujours varier un peu en fonction des équipements qui sont à bord du véhicule. La vitesse et la distance à conserver dans un VR, c'est différent qu'une voiture. Donc, il est fortement recommandé de conduire une vitesse maximum de 100 km/h. Honnêtement, 90-95, c'est là que vous allez avoir la meilleure consommation d'essence. Parce que la consommation d'essence peut varier essentiellement entre 25 litres au 100 et 32 litres au 100 km. Donc, 7 litres au 100 km de différence, c'est quand même important et votre façon de conduire va beaucoup influencer là-dessus. Aussi, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sûrement, vous voyez les camions qui se mettent sur les clignotants en montant des côtes et en ralentissant beaucoup. Si vous adoptez cette technique-là, vous allez beaucoup abaisser votre consommation d'essence. Et pour ce qui est de la distance à conserver, c'est un grand pare-brise. C'est panoramique, c'est superbe, c'est le fun, mais c'est aussi plus susceptible aux roches et aux débris. Donc, gardez une bonne distance. Les bris au pare-brise sont couverts par l'assurance, mais c'est souvent plus cher que la franchise, donc vous allez probablement avoir à payer. Donc, ralentissez, conservez une bonne distance avec les véhicules. Cela dit, si vous recevez une roche dans le pare-brise et vous avez une petite chip, là, comme on voit dans l'image, rendez-vous le plus tôt possible dans un atelier de réparation. Ça va coûter entre 100 et 150 $. Et s'ils sont capables d'éviter que le bris s'agrandisse en faisant une réparation, merveilleux, ça va coûter juste ça. Donc, si ça arrive, appelez-nous immédiatement parce qu'on pourrait aussi vous diriger vers un atelier qui le fera sans frais. On a déjà eu un bris sur le pare-brise et c'est Vitro Plus qui l'avait réparé. Et en le faisant réparer, il nous donnait une garantie que si ça arrivait encore, les réparations subséquentes seraient gratuites. Alors, si vous allez dans un Vitro Plus, ça va être gratuit. L'information est dans le coffre à gants. En ce qui a trait au régulateur de vitesse, bien, si vous avez déjà utilisé une camionnette Ford des années 2014, en fait 2015 et plus vieux, c'est standard. Donc, c'est exactement le même fonctionnement. Faites une pause si vous voulez lire l'information pour savoir comment utiliser le régulateur de vitesse. On fournit un GPS à bord du véhicule. C'est un GPS Garmin RV795 qui est conçu spécifiquement pour les VR. Malheureusement, il n'est pas toujours fiable, peut vous faire des grands détours. Alors, toujours valider avec un autre GPS, Google Maps, Waze ou un autre, et comparer, parce que dans certains cas, il peut vous faire des détours. J'ai déjà vu, moi, un détour de 2h30. Il me faisait passer par une route parce qu'il ne connaissait pas la route. Il n'était pas certain que les dimensions du véhicule et le poids étaient corrects pour la route, alors que dans le fond, ça l'était complètement. Donc, faites attention à ça, parce que le GPS Garmin doit aussi être sous tension, même si vous ne l'utilisez pas comme GPS, mais il y a une caméra de recul qui est associée, donc il doit toujours être sous tension. Puis, au cas, le VA comprend un livre de carte routière du Canada et des États-Unis, qui est normalement dans la pochette derrière le siège du conducteur. Le VR est muni d'une suspension à l'air à l'arrière, et de stabilisateur de direction. Ça a été couvert dans la vidéo sur la mécanique. Je le mentionne ici tout simplement parce que ça impacte aussi la conduite. Donc, si ça vous intéresse, allez visionner la vidéo sur la mécanique. Bon, circuler à l'obscurité avec le VR, il faut savoir qu'au départ, seuls les phares de jour vont allumer automatiquement. Donc, vous devez absolument allumer les lumières lorsqu'il fait noir dans l'image du bas. Ça, c'est juste à gauche du siège du conducteur, près du volant. Donc, vous mettez les phares à on. Donc, mais circuler de nuit sur les autoroutes, ça ne pose pas de problème. Mais dans certains cas, selon votre niveau de confort au volant, ça peut être un défi supplémentaire sur les petites routes. Donc, tenez-en compte en fonction de votre confort. Il
il y a une barre lumineuse qui est installée au-dessus du niveau des vélos à l'arrière. Parce que si vous avez des vélos, on ne voit pas beaucoup les feux de position à l'arrière, les lumières de frein non plus. Alors, la barre lumineuse a été installée pour qu'on puisse mieux voir. Puis dans les campings, quand on arrive à l'obscurité, en général, on essaie d'arriver de jour, mais ça peut arriver que vous arriviez puis il fait noir. Donc, on a ajouté des lumières blanches sur les côtés arrière et ainsi qu'à l'arrière pour bien reculer, bien circuler. Alors, ce que vous faites pour les allumer, vous avez la console dans l'image de haut à droite, les 3 boutons de droite servent à allumer ces 3 lumières-là à l'arrière. N'hésitez pas à vous en servir. Éteignez-les quand vous n'en avez pas besoin parce que ça peut déranger les gens autour. Et puis, je veux juste mentionner, pour terminer ici, que la caméra de recul a une vision de nuit. Donc, c'est important. On l'avait dit, gardez le GPS Garmin toujours allumé, mais ça va vous servir aussi de nuit. La vidéo ici illustre les différents feux de position, lumières qui sont disponibles. Ici, on voit les freins, on a vu les clignotants, là, les lumières de recul qui apparaissent. Ça, c'est les lumières arrière blanches. Là, on voit de côté à gauche, côté à droite et derrière. Vous voyez que c'est très lumineux autour du véhicule. Ça, c'est les freins, les clignotants. Ils sont en accéléré, soit dit en passant. Clignotant à droite, clignotant à gauche. Les freins encore une fois. Pour visiter les grandes villes avec le VR, ben, c'est possible. La conduite est possible. Le véhicule est quand même assez bien adapté au niveau grandeur pour circuler. Si vous êtes confortable au volant, c'est sûr que si vous n'êtes pas confortable dans les grandes villes au volant d'une voiture, vous ne le serez pas plus avec le VR. Le problème avec les grandes villes, c'est le stationnement. Il y a de moins en moins de stationnement extérieur. Inutile de dire que ça ne rentre pas dans un stationnement intérieur. Donc, ça demande une bonne dose de chance. C'est pas impossible, mais c'est un défi. Fait que prévoyez en conséquence. Reculer en VR, c'est parfois un défi. Des fois, dans les campings, il y a des objets, des tables de pique-nique, des poteaux d'alimentation d'électricité ou en eau. Puis malgré la présence des 2 caméras de recul, parce qu'il y a la caméra du véhicule original et la Garmin, ben, quelques conseils. Prenez votre temps. Ayez une personne pour vous guider. Ne soyez pas fiers en disant non, non, je suis capable. Ayez une personne pour vous guider. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, privilégiez les sites de camping où vous pouvez entrer et sortir sans reculer. C'est pas toujours possible. Essayez d'arriver, pas d'arriver, mais d'éviter une arrivée dans les campings à l'obscurité. Ça, c'est pas toujours possible, mais quand on est capable de l'éviter, tant mieux. Donc, les caméras de recul, les 2 vont s'activer en position de reculon. Et je veux mentionner qu'il arrive parfois qu'une caméra refuse de se mettre sous tension. Puis si vous ne venez pas à bout de la Garmin, là, elle refuse toujours de s'allumer quand on se met sur le reculon, bien redémarrez le GPS, ça va probablement régler le problème. Est-ce qu'un VR doit s'arrêter aux pesées routières? Parce que le VR a le poids requis pour en principe nécessiter un arrêt, mais dans la majorité des endroits, les VR sont exemptés, sauf en Colombie-Britannique. Puis certains États américains exigent que vous vous arrêtiez. J'ai mis la liste ici. Cela dit, j'ai fait une recherche, c'est non scientifique, et j'ai jamais entendu parler des contraventions qui auraient été données pour ça. Par contre, j'ai entendu parler de conducteurs de VR qui se sont fait attraper par la police et on leur a poliment demandé d'aller se faire peser sans qu'il y ait de contravention. Est-ce que les aires de vérification des freins qu'on voit souvent au haut de certaines côtes sont obligatoires pour un VR? Absolument. Pour tous les véhicules de 3 tonnes ou plus. Ici, on est plus dans le 8 tonnes, alors c'est obligatoire. Et les amendes sont salées, c'est 350 $ plus les frais. Alors, quand vous arrêtez dans une zone de vérification des freins, vous devez vérifier le frein à main, faire un test de freinage, vérifier la température des freins, pas avec un thermomètre, mais débarquer du véhicule, descendez du véhicule, allez vérifier est-ce qu'il y a des odeurs, de la fumée, est-ce que les roues sont chaudes, vérifier la pression et la température des pneus. Dans la section sur les pneus, au niveau de la mécanique, on l'a aussi au niveau de cette présentation-là pour la conduite.
on va parler du moniteur de pression. Vérifiez votre moniteur de pression. Est-ce que la pression est bonne? Il y a aussi la température qui peut être donnée. Ensuite, vérifiez visuellement les pneus. Est-ce qu'il y a des problèmes? Okay. Vous devez aussi vérifier les phares, les feux de position, les clignotants. Tout ça doit être vérifié. Et là, vous devez vous poser la question, est-ce qu'il y a des vibrations dans les freins ou d'autres sensations anormales? Puis cette liste de vérification-là est disponible dans le coffre à gants du véhicule. Puis il faut aussi noter que ces pentes-là, qui sont particulièrement dangereuses, sont normalement dotées d'une voie de secours en cas de manque de frein. Ça, ce sont des embranchements dans lesquels vous pouvez rentrer. Essentiellement, appelons-le un bac à sable. Le véhicule va caler et ne pourra pas continuer sa course folle. Au Québec, il y a 13 aires de vérification des freins qui sont réparties dans l'Abitibi-Témiscamingue, Charlevoix, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord et Outaouais. J'ai voyagé dans les Rocheuses avec le VR. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. C'est un peu achalant parce qu'à chaque fois qu'il y a une aire de vérification, il faut s'arrêter. Toujours sur les freins, l'objectif, c'est un peu d'économiser les freins. Vous avez un véhicule qui pèse beaucoup comparativement à une auto. Donc, vous devez freiner en respectant les freins. Freiner doucement, autant que possible. Utilisez le frein moteur. On ne parle pas d'un frein à air comme on voit sur les gros camions, puis ça fait un bruit épouvantable. Dans ce cas-ci, on l'entend beaucoup à l'intérieur du véhicule, mais à l'extérieur, c'est vraiment pas si pire. Donc, il s'agit de rétrograder les vitesses. Donc, si on voit sur l'image, le D, c'est pour drive, pour avancer, mais vous pouvez descendre en troisième, deuxième ou première. Attention pour ne pas rétrograder trop rapidement. Si vous êtes à 90 km/h, puis vous rétrogradez en première, vous pourriez faire exploser la transmission. Il faut y aller doucement. Commencer par la troisième. Le moteur va rugir. Plus on ralentit, passer en deuxième et ainsi passer en première. Les conducteurs de véhicules manuels vont être beaucoup plus familiers avec la méthode, mais n'hésitez pas à l'utiliser. Ça, c'est une des deux méthodes. La deuxième méthode, c'est au bout du bras de vitesse, et il y a un bouton qui s'appelle Tow Haul. Okay? On peut appuyer dessus et c'est pas aussi agressif. Alors, ça va être appliqué seulement si la vitesse du véhicule est appropriée. Donc, il n'y a pas de danger de faire rugir le moteur au point qu'il veuille sortir du véhicule. Alors, utilisez-le sans crainte, il n'y a aucun problème. Personnellement, je l'utilise beaucoup. Je suis en ville, c'est plat. Il y a une lumière rouge face à moi. Je vais peser sur le bouton. Ça va me ralentir. Ça économise les freins. Il n'y a pas de problème. Alors, soyez doux avec les freins. Le VR peut remorquer jusqu'à 5000 livres. Mais par contre, nous ne permettons pas que vous tiriez une remorque à moins qu'il y ait entente préalable avec nous. Donc, support à vélo, oui. Remorque, non. Le véhicule est équipé de transpondeurs. Si vous ne savez pas ce que c'est un transpondeur, c'est simplement les collants ou dispositifs qu'on colle à l'intérieur du pare-brise et qui permettent de passer certains postes de péage et de payer automatiquement. Il y en a 4 à bord. Le pont de la 25 à Montréal, entre Montréal et Laval. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas prendre le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine pour vous rendre là. L'autoroute 30 à Salaberry-Valleyfield. On a aussi un transpondeur EasyPass qui couvre le nord-est des États-Unis et même qui déborde un peu. Et l'autoroute 407 à Toronto. Quand vous passez, automatiquement, ça va être facturé à notre compte et c'est nous qui allons devoir payer, mais évidemment, vous allez devoir nous rembourser pour ça. Alors, quand vous passez dans ces endroits-là, essayez de nous aviser, mais en même temps, on va vérifier si on sait que vous êtes allé dans ce secteur-là. Attention à l'autoroute 407 à Toronto. À cause du poids du véhicule, le passage est très dispendieux. Ça peut coûter jusqu'à 100 $. Donc, dans la mesure du possible, évitez cette route-là. Malgré que ça permet de passer une tonne de trafic, au moins vous saurez que ça va coûter des sous. Ici, on voit les États américains qui sont participants à EasyPass. Donc, ça déborde le cadre de la Nouvelle-Angleterre. Il y a le Minnesota qui est là-dedans, qui est le plus à l'ouest. Et vous avez, à travers le Mauve, vous avez des États comme la Caroline du Sud, le Vermont ou le Connecticut qui ne sont pas là,
C'est simplement parce qu'ils n'ont pas de péage sur leurs autoroutes. Cette liste-là est sujette à changement, donc vous pouvez aller chercher la liste à jour sans problème, le lien est là. Les supports à vélo, on peut vous en fournir. On a 2 supports à vélo de notre côté, un support à vélo qui est adapté pour 1 ou 2 vélos et un autre qui va de 1 à 4 vélos. Mais c'est très important de savoir que le support à vélo derrière un VR et derrière une voiture, c'est pas la même chose. Donc, si vous voulez fournir le vôtre, il n'y a aucun problème, mais votre support doit pouvoir supporter la charge que vous allez mettre dessus derrière un VR. Alors, bien important, les supports à vélo où le vélo sera suspendu par le cadre, donc pas supporté par le bas, ne sont pas permis. Aucune attache 1 pouce et quart. Ça prend une attache 2 pouces, très, très important. Et quand vous installez un support à vélo, il faut tenir compte de la longueur en surplus lorsque vous allez faire votre réservation de traversier. Si vous n'êtes pas certain, vous avez le moindre doute par rapport à votre support à vélo, consultez-moi, contactez-moi pour déterminer si vous pouvez utiliser votre support ou non. Le document écrit contient un peu plus d'informations à ce sujet-là. Mais passez pas à côté de la question. C'est arrivé jusqu'à maintenant où je dis à des gens qui sont arrivés avec leur vélo, ils ont voulu accrocher leur vélo, j'ai dit que leur support à vélo n'était absolument pas adapté. Ils ont loué notre support à vélo, il n'y a pas eu de problème, c'est pas tellement cher, mais pensez-y bien comme il faut à ce niveau-là. Ici, on voit les 2 modèles de support à vélo qu'on peut vous offrir. À gauche, c'est le Thule-Verse, qui est le modèle le plus robuste de Thule. Sa particularité, c'est de se rendre jusqu'à 4 vélos, peut prendre les vélos électriques sans problème. Alors, il y a aussi un câble pour pouvoir verrouiller les vélos. De l'autre côté, c'est aussi un Thule, un modèle un peu moins robuste, qui, derrière le VR, ne pourra pas accepter un vélo électrique. Donc, vraiment pour 2 vélos conventionnels. Et puis, il y a une barrure aussi, mais c'est sur le poteau. Finalement, la liste de vérification pré-départ, on en a parlé précédemment. Elle est présente dans le coffre à gants du véhicule. Donc, vérifiez avant de quitter, à chaque fois que vous quittez un site de camping, vérifiez que les pistons hydrauliques sont remontés, visuellement vérifiés, que la pression de la suspension est entre 30 et 90 livres par pouce carré. Ça, c'est dans l'application PackBrake sur l'iPad et j'en parle dans la vidéo sur la mécanique. Le propane est fermé. On propose que vous fermiez le propane, c'est pas tout le monde qui le fait. Autre sujet. Et le frigo mis en mode électrique si le propane est fermé. Que, évidemment, les côtés rétractables, ou en bon français, les slide-out, soient refermés. Pour les refermer, le moteur doit être éteint. Chargeur de batterie débranché, les vélos bien fixés, tous les débranchements, électricité, drain, arrivée d'eau, corde à linge, tout est débranché. Pas d'objet sous le verre ou trop près. Les caissons extérieures fermées et verrouillées parce qu'on ne veut pas qu'ils s'ouvrent pendant les déplacements. Les armoires tiroirs intérieurs bien fixées, les objets bien sécurisés et vous êtes prêts à partir. Nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Je veux vous dire merci de l'avoir visionné, mais aussi de ne pas stresser avec les explications si ça vous apparaît complexe. Ça va devenir concret si vous louez le VR ou un VR, quel qu'il soit. Je suis juste un maniaque qui veut simplement que vous fassiez le meilleur voyage qui soit. Il y a d'autres vidéos qui sont disponibles, soit sur campeurautonome.com ou encore directement sur YouTube, à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, c'est apprécié que vous cliquiez sur j'aime, ça me le fait savoir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner au canal YouTube. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer, soit dans les commentaires de la vidéo via campeurautonome.com ou par message sur la plateforme RVeasy. Je vous souhaite une excellente journée.